Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une réflexion que j'estime intéressante, ou du moins qui pose un problème intéressant, sur le Maghreb vu depuis le Mashraq. Cette réflexion que je développe en détail dans mon ouvrage Occident Grand Sud, jeu de puissance, domination et guerre latente, disponible sur Amazon, interroge les représentations biaisées du Maghreb vues depuis le Mashraq et le Golfe et met en lumière les fractures symboliques qui traversent ce qu'on appelle communément le monde arabe. J'essaie ici de comprendre comment les clichés, les stéréotypes et la médiation européenne façonnent encore aujourd'hui le regard porté sur le Maghreb. Ce sont les discussions avec Mustafa Al-Shraf et Mohamed El-Mili, intellectuel et ancien ministre algérien, ainsi que les écrits d'El-Jabiri et sa polémique avec Tarabichi, qui m'ont conduit à analyser les travaux consacrés à ce qu'on appelle le monde arabe, où le Maghreb était considéré comme un simple appendice. Mais mon séjour au Mashraq m'ont également montré que les lettrés du Mashraq et du Golfe ignorent presque totalement le Maghreb. Pour beaucoup d'intellectuels du Mashraq et pour les sociétés du Golfe, nourries par le discours dominant du Mashraq, l'Algérie, par exemple, serait assimilée à la France. Lors de discussions avec les Sharaf et El-Mili, donc me racontait les Sharaf et El-Mili, il s'était rendu compte qu'il maîtrisait mieux que la langue classique ou scolaire. Mais euh, les gens du Mashraq souhaitaient qu'ils utilisent les parlers moyen-orientaux, égyptiens ou syriens, par exemple. C'est d'ailleurs ce que certains font chez nous, en substituant les dialectes du Mashraq à la langue classique ou scolaire. Au théâtre, certains réduisent l'art dramatique et le travail théâtral à un simple outil linguistique. Ils pensent pouvoir diffuser leur création en recourant uniquement à la langue classique ou scolaire dans leurs pièces, comme si le théâtre se limitait exclusivement à l'usage de cette langue académique ou scolaire. Pourtant, des déplacements de figures comme Samir Amin, Lotfi El-Khouli, Azzeddine Manasra, Saad el-Din Wennous, Douida, Saad Ardesh et d'autres qui avaient longuement séjourné dans les pays du Maghreb visaient précisément à mieux connaître ces régions. Et ils avaient bien connu justement l'Afrique du Nord, ils avaient une autre idée, donc ils avaient compris que les choses se passaient autrement et étaient beaucoup plus complexes. Lors de mes séjours au Mashraq, je n'ai pas trouvé de travaux sérieux consacrés au Maghreb. Bien sûr, il y a ceux que j'ai cités, les personnes, donc Samir Amin ou d'autres, quelques-uns, sont tout à fait différents, ils se sont déplacés au Maghreb, ils ont travaillé sur le terrain, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité, de l'écrasante majorité des universitaires, donc en sciences sociales ou humaines, qui travaillent ou qui ont travaillé sur ce qu'ils appellent, entre guillemets, donc ils généralisent en usant donc du syntagme monde arabe, dans, comme totalité. Et dans ce monde arabe, ils mettent en appendice le Maghreb. Je mets donc le Maghreb est perçu
comme un simple appendice. Les chercheurs ne se déplacent pas et le terrain reste ignoré. Tout regard est une construction faite de jugements préétablis, de clichés et de stéréotypes. Le lettré du Mashraq, souvent non défini ni délimité d'ailleurs, perdu dans les arcanes de la généralisation, donne à lire une réalité du Maghreb singulièrement médiatisée par le regard européen. La fréquentation des cercles intellectuels moyen-orientaux offre l'image d'un Mashraq fondamentalement coupé du Maghreb. Mais connaissant tragiquement les pays du Maghreb, les intellectuels du Mashraq semblent projeter leur manque sur d'autres paysages qu'ils ne connaissent qu'à travers le prisme de la France, qu'ils vénèrent depuis le XIXe siècle, depuis ce qu'on appelle communément la Nahda. Et je mets les guillemets à Nahda. Ce regard réducteur, marqué par des généralisations abusives et l'absence d'une réelle entreprise d'investigation, s'expliquerait essentiellement par le manque de contact entre les lettrés du Mashraq, souvent isolés malgré l'abondance de la production livresque, et le Maghreb considéré comme un simple appendice du monde arabe. Une lecture attentive des textes et des thèses sur les économies ou les sociétés arabes produites par des chercheurs égyptiens, syriens ou libanais révèle un déficit criant de connaissances sur l'ensemble maghrébin et met en lumière la césure fondamentale entre les deux espaces. J'ai eu l'occasion de travailler sur cette question lors de mon séjour à Damas et j'ai compris, en lisant un petit peu au moins la plupart des textes qui avaient trait sur le Maghreb et j'ai compris qu'il y a une méconnaissance très sérieuse de ce qui se fait au Maghreb avec énormément d'erreurs en plus euh, sur l'ensemble maghrébin et met en lumière la césure fondamentale entre les deux espaces. Le manque d'information, l'absence de mobilité des chercheurs du Mashraq et la faiblesse documentaire façonnent un paysage intellectuel piégé par les effets désastreux des généralisations et de la compilation. Dans des travaux dits sérieux, il est parfois affirmé que les Algériens parlent exclusivement français chez eux, ce qui démontre l'absence d'informations crédibles sur le Maghreb. Il y a aussi des confusions dans des travaux sur le théâtre, par exemple dans une entre guillemets encyclopédie sur le théâtre, où on confondait Katab Yassine et Mustafa Katab, et d'autres mauvaises informations. Il y a, donc les gens connaissent certains noms, mais sans plus, la plupart du temps. La dépendance vis-à-vis de la France affecte dangereusement le regard porté sur les sociétés nord-africaines, trop libres relativement par rapport à la Syrie ou à l'Égypte, mais souvent réduites à des espaces de contrainte et de répression. Les populations du Mashraq sont si peu informées des réalités nord-africaines que certains Syriens, Jordaniens ou Égyptiens pensent que la misère emporte toutes les populations d'Afrique du Nord. C'est vrai que, comme je l'ai dit, la dépendance vis-à-vis de la France, surtout après l'expédition de 1798 et l'émergence de ce qu'on a appelé la Nahda, qui pourrait être une hypothèque originelle, affecte
dangereusement le regard porté sur les sociétés maghrébines, trop libres par rapport à des pays comme l'Égypte ou la Syrie, du moins lors de mon séjour. Ces pays sont souvent réduits à des espaces de contraintes et de très forte répression. Je parle surtout de la période où où j'ai travaillé comme chercheur associé à Damas. Les populations du Mashraq sont si peu informées des réalités nord-africaines que certains Syriens, Jordaniens ou Égyptiens pensent que la misère emporte toutes les populations d'Afrique du Nord. Et là, c'est extraordinaire. On retrouve toujours ce type de discours, c'est chez nombreux intellectuels. Quand il s'agit du Maghreb et essentiellement de l'Algérie, les articles et études trop peu informés, il y a un certain moment, envahissaient le terrain. Sharq al-Awsat et El Hayat, par exemple, n'ouvraient leurs colonnes qu'aux plumes hostiles, qui donnaient à voir une Algérie tragiquement primitive. L'objectivité et la recherche de la vérité n'ont pas droit de citer. Les journalistes ne se déplaçaient pas. Ils parlaient à partir donc de leur bureau, que ce soit leur bureau de Londres ou d'ailleurs. Il existe certes des travaux sérieux, mais la tendance dominante reste celle des généralisations et de la méconnaissance tragique euh, du Maghreb, alors que les intellectuels maghrébins connaissent trop bien les sociétés du Mashraq, souvent de l'intérieur. On peut citer les travaux de Hicham Jaïd, Abdallah Al-Arwi, Mohamed Abd El-Jabiri, Mohamed Arkoun, Mohamed Barrada, ainsi que des chercheurs universitaires ayant séjourné ou étudié dans ces pays comme Wassini El-Araj ou Amin Zawi par exemple. La lecture de ces textes dépasse le simple constat pour interroger les fondements de la culture arabe et les ambiguïtés de la rencontre avec l'Europe. La rencontre avec la France reste le point commun de la découverte de l'altérité. Si les élites du Mashraq, fascinées par la culture française, adoptèrent rapidement ces structures culturelles, les lettrés du Maghreb n'intégrèrent les représentations européennes vers le début du XXe siècle que par nécessité et survie biologique. Et paradoxalement, après la rencontre avec des lettrés du Mashraq qui leur servirent d'espace de légitimation. Il lui fallut le déplacement de Qardahi, el Jawq al-Masri, la troupe égyptienne, en Algérie et en Tunisie pour que les élites de ces deux pays se mettent à faire du théâtre, alors qu'il y avait des troupes françaises en Algérie. Mais ils refusaient de reproduire justement ce qu'ils estimaient être une structure coloniale. Quand on parle de francophonie, il est utile de relire l'histoire des relations entre les pouvoirs du Moyen-Orient et la France, surtout après l'expédition de Napoléon et les ambiguïtés de la politique arabe. Il faudrait aussi euh, euh, faire la part des choses de la francophonie comme espace linguistique et de la francophonie comme structure idéologique, ce qui n'est pas la même chose. Le Khedive Smaïn, ne disait-il pas que l'Égypte fait partie de l'Europe, excluant ainsi la dimension arabe? La lecture du texte de Rifa'at Tahtawi, Takhlis al-Ibriz fi Talkhis Bariz, paru donc en 1834, éclaire les relations passionnées entre la France et l'Égypte. Dans ce livre, l'ancien diplômé de l'Azhar raconte Paris et les réalités de
ce qu'il appelle la civilisation européenne, insistant sur la constitution, la démocratie et l'activité scientifique et culturelle, tout en évoquant la découverte de la cuillère, de la fourchette, des miroirs et d'un regard différent porté sur les femmes. C'est ainsi aussi qu'il disait qu'il avait découvert le théâtre et l'architecture française. française. Les formes de représentation modernes, entre guillemets, manière de manger, de se vêtir, romans, théâtre, cinéma, historiographie, furent empruntées à la France, notamment durant et après l'Annada, entre guillemets. Je parle donc des formes de représentation modernes, entre guillemets, donc tout simplement parce que chaque société a ses propres formes de représentation. Et c'est ainsi qu'en adoptant les formes de représentation françaises, les Égyptiens ont marginalisé leurs propres formes de représentation qui seraient, pour reprendre un petit peu ce que disait le Tartawi, très conservatrice et très réactionnaire. Ce qui permit l'adoption de disciplines littéraires et artistiques, romans, théâtre, donc des sciences et des méthodes européennes dans l'enseignement et la recherche. Même Mohamed Abdou fut séduit par ce nouveau savoir. Le discours littéraire et sociologique est traversé par l'influence européenne. L'empreinte européenne est extrêmement forte. Des écrivains comme El-Mfarouti, Mohamed et Mahmoud Teymour reproduisirent carrément des textes littéraires français. Laqa, Tahsin, Najib Mahfouz et bien d'autres reconnurent ou reconnaissaient sans complexe la part de la France dans leurs écrits. Cette entreprise de francisation est symptomatique des relations de domination entre le Meshriq et l'Europe. Ainsi, la méconnaissance des réalités maghrébines favorise la mise en œuvre de discours biaisés, fondés sur des jugements préétablis, traversés par la médiation du colonisateur. La même logique caractérise le regard sur l'Afrique du Nord, prisonnier de présupposés, de clichés et de stéréotypes, nourri par les confrontations mémorielles, culturelles et historiques. La lecture de textes sur l'Algérie et l'Afrique du Nord, depuis des capitales étrangères, et notamment moyen-orientales, prête souvent à sourire, tant elle repose sur des approximations, des généralisations et des présupposés idéologiques. De nombreux universitaires se spécialisent désormais sur l'Algérie et le Maghreb en reprenant des articles de la presse locale jugés non crédibles, alors qu'ils les reproduisent, pour construire des études atrophiées. Le terrain devrait être le lieu privilégié de toute recherche sérieuse. Max Weber, dans son ouvrage Le savant et le politique, invitait le chercheur à s'armer de prudence et à observer une certaine distance froide, de certaine distance avec son objet, tout en reconnaissant la part inévitable de subjectivité. Le regard est façonné par nos positions, le discours ambiant, les réalités du lieu, de la prise de parole et la dimension référentielle. À cette méconnaissance du Meshriq s'ajoute le regard des monarchies du Golfe sur le Maghreb, souvent marqué par une condescendance économique. Ce regard réduit l'Afrique du Nord à un espace périphérique, fournisseur de main-d'œuvre et de ressources humaines. Les investissements du Golfe dans les pays d'Afrique du Nord sont rarement accompagnés d'une véritable reconnaissance culturelle ou politique, comme le souligne l'anthropologue saoudienne Madawi Rachid, The Gulf States and the Arab World, qui est paru en 2020. Elle dit ceci: le Golfe se perçoit comme le centre de gravité du monde arabe, reléguant le Maghreb à une marge utile mais secondaire.
Les médias du Golfe, influents dans le monde arabe, véhiculent eux aussi une image biaisée de l'Afrique du Nord. Les chaînes satellitaires, souvent financées par les monarchies pétrolières, privilégient une lecture sécuritaire et sensationnelle de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie. Elles insistent sur les crises politiques, les mouvements sociaux ou les difficultés économiques, tout en occultant les dynamiques culturelles, intellectuelles. Cette représentation contribue à renforcer l'idée d'un Maghreb périphérique, instable et dépendant, en contraste avec un Golfe présenté comme prospère et moderne. Le regard du Golfe est marqué par une hiérarchie implicite. Les monarchies se perçoivent comme le cœur battant du monde arabe, disposant de la richesse et de l'influence médiatique, tandis que le Maghreb est relégué au rang de marge utile. Cette condescendance se traduit aussi dans les discours publics. Certains éditorialistes du Golfe décrivent les pays d'Afrique du Nord comme des espaces archaïques, prisonniers de leurs passés coloniaux, incapables de se moderniser. Ce contraste est d'autant plus frappant que le Golfe découvre tardivement les formes de représentation européenne ou ce que certains appellent la modernité, entre guillemets. La méconnaissance tragique du Maghreb par le Meshriq et le Golfe contraste avec la connaissance fine qu'ont les intellectuels maghrébins des sociétés orientales, moyen-orientales, souvent acquises par des séjours universitaires ou des collaborations académiques. En définitive, le regard du Meshriq et du Golfe sur le Maghreb reste prisonnier de stéréotypes, de clichés et de généralisations abusives. Nourri par une fascination persistante pour l'Europe et par une hiérarchie implicite au sein de ce qu'on appelle le monde arabe. Ainsi, l'image de l'Afrique du Nord perçue depuis le Meshriq, souvent brouillée par les filtres de la médiation européenne, est marquée par une méconnaissance persistante, révèle une fracture symbolique, celle d'un espace, euh, celle de sociétés arabes qui peinent à se reconnaître dans leur pluralité. Cette distance, nourrie par des représentations incomplètes ou biaisées, ne se limite pas aux échanges culturels ou politiques, elle s'inscrit aussi dans la manière dont les intellectuels des pays arabes eux-mêmes vivent et expriment leur rapport au monde. Car derrière cette incompréhension se profile une autre réalité, plus douloureuse, celle des intellectuels confrontés à des conditions de création fragilisées. Cette réflexion nous rappelle que le regard porté sur le Maghreb depuis le Meshriq ou le Golfe reste prisonnier de stéréotypes et de généralisations abusives. Cette réflexion souligne aussi la fascination persistante pour l'Europe et la hiérarchie implicite au sein de ces pays justement arabes, qui relègue le Maghreb à une périphérie secondaire. Pourtant, le Maghreb a produit de grands intellectuels, des penseurs critiques et des écrivains qui ont largement contribué à la réflexion euh, arabe contemporaine. C'est cette richesse culturelle et intellectuelle qu'il nous faut continuer à valoriser et à défendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Culture Média Algérie. Si vous souhaitez approfondir ces réflexions, je vous invite à découvrir mon ouvrage Occident, Grand Sud, Jeux de puissance, domination et guerre latente, paru chez Amazon, où je développe ces analyses en détail. N'oubliez pas de vous abonner, de partager
et de laisser vos impressions en commentaire, de débattre, de discuter. À très bientôt pour une nouvelle exploration des cultures, des mémoires et des résistances. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt.